Je crois qu'en fait, si on ne fait pas ce travail-là, on va finir par tourner en rond dans sa propre histoire, parce que nous sommes des êtres blessés, nous sommes tous des êtres blessés d'une manière ou d'une autre. Salut les filles d'Olympe, bienvenue dans les bulles de flow, ce défi un peu fou, vous concoctez 100 épisodes en 100 jours. Chaque bulle sera une respiration, une histoire ou un défi pour éclairer autrement nos différences, nos ressemblances et nos fameux possibles. Je suis Florence Hugui, facilitatrice des impossibles, et je vous emmène avec moi dans mes bulles d'expériences, d'anecdotes, de dialogue avec vous aussi, bien sûr. Allez, on respire et on s'envole. Nous voici dans l'épisode 2 de ma grande histoire féministe. Je vous ai partagé hier ce qui concernait l'intuition et j'ai envie aujourd'hui de vous partager ce qui va concerner le thérapeutique et ce que j'ai fait des différents éléments dont je vous ai parlé hier et comment j'ai construit ce féminisme à travers différentes étapes pour en arriver à une étape de réflexivité parce qu'il a bien fallu un jour passer par le tamis de la réflexion pour pouvoir trouver exactement la voie à laquelle j'avais envie de croire et plus seulement réagir de manière épidermique à ces questions féministes. Je crois qu'en fait, si on ne fait pas ce travail-là, on va finir par tourner en rond dans sa propre histoire parce que nous sommes des êtres blessés, nous sommes tous des êtres blessés d'une manière ou d'une autre. Et donc tourner en rond dans sa propre histoire, ça signifie peut-être aussi s'enfermer dans une forme de prison. Et pour moi, il n'était pas question de rester au stade de mon expérience de petite fille, de mon expérience d'adolescente, de mon expérience corporelle du féminisme et de tout ce que je vous ai partagé en termes de violence de genre, mais que je puisse en faire quelque chose ou comme métaboliser ces expériences-là pour pouvoir passer à un palier supérieur ou pouvoir en faire autre chose pour pouvoir construire ma vie aussi, parce qu'évidemment que c'est fondamental. C'est pour ça qu'un jour, je suis entrée en thérapie. Je suis entrée en thérapie parce qu'il y avait quelque chose qui était en train de se nouer dans mes relations amoureuses qui était très compliqué. Je me souviens qu'à cette époque-là, je vivais avec un homme absolument adorable, qui était vraiment chou, franchement, et qui avait un jour laissé traîner sa veste devant la porte de la cuisine. Et j'ai attendu, c'était la première fois que je vivais avec quelqu'un, j'ai attendu qu'il rentre et je lui ai mis une énorme engueulade parce que je voulais pas être sa boniche, parce que je voulais pas qu'il pense que j'étais à son service pour ramasser ses affaires. Et là, il m'a regardé, il a soulevé sa veste, et sous sa veste, il y avait la mienne. Parce que moi aussi, je suis bordélique. Et il m'a regardé en plus, avec ça, avec sa veste dans la main, puis il m'a dit, tu sais Florence, ici, t'es pas dans un combat. On est dans une vie qu'on construit ensemble, je te prends pas pour ma boniche, j'ai aucune intention de faire de toi ma cuisinière, on n'est pas dans ce genre de rapport. Il y a une différence entre ce que tu peux combattre ou ce que tu peux vivre dans ta vie de société, dans ta vie politique, dans ta vie d'engagement, ou dans ta vie publique au sens large, qui est différent, qui est autre que ce que nous vivons dans notre intimité. Et tu n'as pas choisi un homme qui va t'oppresser. Tu n'as pas choisi un homme qui va te battre ou qui va te remettre à ta place parce que tu n'es pas OK ou parce que tu ne corresponds pas à ce qu'il aimerait que tu sois. Tu es avec un homme qui t'entend, qui t'écoute et qui n'a aucune intention de jouer à ce genre de rapport de pouvoir à l'intérieur de notre couple. Et quand il m'a dit ces mots, je me suis retrouvée un petit peu con pour tout vous dire, en me disant, ok, d'accord, il y a quelque chose de très essentiel qui est en train de se dire là, c'est qu'il y a un combat ou un engagement public, et puis il y a une vie privée. Et c'est deux choses qui sont différentes. Et ma vie privée, je pouvais la construire en fonction de mes critères, en fonction de mes choix, en fonction de mon histoire de vie aussi, et puis des blessures qui étaient les miennes, qui pouvaient me conduire aussi à choisir des partenaires problématiques, ce qui n'a pas été vraiment le cas, mais qui aurait pu être le cas. Mais en tout cas, une chose était sûre, c'est que je pouvais faire cette distinction et qu'elle était claire. Et ça a été assez fondamental, ce moment-là, parce que je vois beaucoup aujourd'hui, et comme moi, vous le voyez aussi, beaucoup de dérives à ce sujet, où tout à coup, des personnes s'emparent d'un combat politique comme pour soigner les blessures qu'elles ont et qui n'ont pas été soignées, qui n'ont pas été traitées, qui n'ont pas été regardées, qui n'ont pas été aimées ou qui n'ont pas été pensées. P-A-N-S-E-E-S. Et moi, je crois qu'il est très important de faire ce travail. En tout cas, j'ai eu besoin, pour moi, pour ma vie, pour mon existence, mais aussi pour mes proches et pour les gens qui m'entourent, de faire ce travail-là. Parce que dans ma vie de journaliste, puisque c'était ce que j'étais à l'époque, ça commençait à poser problème. J'avais
clairement une couche très épidermique de féminisme en moi. Et donc, je traitais des affaires politiques ou des affaires sociales de la région dans laquelle je travaillais avec ce genre d'outils. Et les outils épidermiques, des outils émotionnels pour travailler des questions politiques, c'est pas possible. En tout cas, ça m'a paru vraiment être un vrai écueil. Et donc, il était très important que je puisse aller pleurer, hurler, crier, déposer chez une psy pour ne pas avoir à porter tout ça dans ma vie et ne pas le faire porter non seulement dans mon boulot, en tant que journaliste, c'est drôlement important, mais aussi dans ma vie à tous les niveaux, vous l'avez bien compris. Et c'est au moment où j'ai écrit un papier qui, pour moi, a été particulièrement problématique, que j'ai décidé que ça suffisait, que j'ai décidé que j'étais au bord du gouffre et qu'il fallait vraiment que je me soigne de ces questions-là, que c'était important que j'ajoute cette couche de thérapie, de thérapeutique sur mon parcours et sur ma représentation de ce qu'étaient les hommes, de ce qu'étaient les femmes et de comment le combat, si combat il y a, se positionnait. En fait, je voulais pas être aveuglée par ma colère, je voulais pas être aveuglée par ma douleur. Vous avez compris, je crois, c'était ça. Et je voulais aussi comprendre ce qu'il y avait derrière mes réactions. Qu'est-ce qui se jouait dans ce genre de truc-là? Et c'est un moment peut-être que d'autres femmes connaissent. Ce moment où on réalise que notre histoire ne va pas suffire à expliquer le système, mais va nous permettre de trouver une place à l'intérieur de ce système, ou en tout cas de savoir suffisamment le déconstruire pour pouvoir y vivre, pour pouvoir y évoluer de la manière peut-être la plus agréable, même si nous nous rendons bien compte aujourd'hui que c'est toujours pas facile et que rien, mais alors rien, n'est acquis à ce sujet. Au contraire, il y a tout le temps de nouveaux dossiers qui s'ouvrent et c'est bien, c'est normal, ils existent ces dossiers, il faut les faire sortir. Moi, je le savais parce que plus tard dans ma vie, mais j'y reviendrai plus tard, j'ai été celle qui a mis en place des formations ou des espaces pour que les femmes, que les hommes puissent se dire. Mais à ce moment-là, c'était pas encore le cas. Et donc, j'en étais à un niveau où il fallait vraiment que je comprenne ce qui était en train de se jouer. C'est pour ça que j'ai décidé non seulement d'entrer en thérapie et de faire une thérapie de plusieurs années sur ces questions-là qui ont soigné une partie des blessures que je portais et qui m'ont permis d'avoir un regard peut-être un peu plus apaisé sur cet aspect, mais surtout de gagner du recul, de gagner la capacité de prendre un pas de côté pour observer les situations et voir à quel moment c'était mes propres émotions qui étaient convoquées, qui étaient invitées là et qui étaient en train de se manifester sans que je puisse tout à fait tout contrôler? Ou alors est-ce que c'était un fait de société sur lequel il était important de poser un regard peut-être un peu plus clinique ou en tout cas un peu plus déconstruit? Tout ça, ça a été une étape importante. Mais l'étape suivante, c'est celle qui a permis de faire que cette distance ou cette réflexion a pu se construire encore d'une autre façon. C'est au moment où je me suis rendu compte que dans mon activité de journaliste, j'étais pas tout à fait OK et que je faisais des choses qui n'étaient pas tout à fait défendables, que je me suis dit qu'il était important que je rajoute une couche de réflexion intellectuelle sur ce que j'avais déjà expérimenté du point de vue instinctif, ce que j'avais travaillé en thérapie, mais qui n'avait pas encore été ausculté avec des données scientifiques, simplement. Et ça a été les études genre. Et je suis entrée en études genre pour cette raison-là. Parce que j'avais besoin de mettre de la lumière sur ce que je savais, ce que je ne savais pas, mes zones d'ombre, qu'est-ce qui était caché à l'intérieur de moi, qu'est-ce qui était en train de sourdre sans que je m'en aperçoive, et que ça avait évidemment une influence sur les choix et sur les positionnements que je pouvais avoir dans des affaires politiques, dans des affaires sociales, dans des affaires journalistiques dont je devais traiter. En fait, j'ai eu l'impression à ce moment-là qu'il y avait comme une lumière qui s'était allumée, mais surtout des lunettes qui se sont installées sur mes yeux, qui m'ont fait voir le monde autrement et qui continuent de me faire voir le monde autrement. En fait, à partir du moment où on installe ces fameuses lunettes du genre, qui nous donnent un autre regard sur la société, beaucoup plus critique, beaucoup plus analytique, beaucoup plus déconstruit, eh bien, on les enlève plus jamais. Et ces lunettes-là, moi, je les ai constamment sur les yeux. Je sais parfois prendre la distance avec ça parce que j'ai appris à manœuvrer ou à vivre avec ces lunettes-là, mais n'empêche qu'elles sont là tout le temps. Et mes analyses, elles sont toujours orientées en fonction de ce que je vois à travers ce prisme. J'en ai conscience, ce qui me permet de prendre parfois de la distance avec ça, mais en même temps, j'ai beaucoup d'éléments, du coup, scientifiques à poser sur ces situations et je vois ce qui est en train de se jouer. Et ça me donne un regard avec peut-être beaucoup plus d'acuité et beaucoup plus de perspective de réflexion que je n'en ai jamais eu avant ces étapes-là. C'est là que tout a à peu près pris sens pour moi. J'ai compris pourquoi certaines choses me mettaient en rage quand j'étais une petite fille, toute petite. Pourquoi les règles du « c'est comme ça »
c'était impossible pour moi de les accepter parce qu'il y avait tout à reconsidérer, il y avait tout à interroger. C'est aussi comme ça que j'ai compris pourquoi le patriarcat se cachait dans tous les détails du quotidien et qu'il était vraiment capable de se planquer, mais qu'il était toujours là en train de poindre quelque part son petit nez et qu'il s'agissait de ne pas être dupe de ça. Et puis j'ai aussi compris certainement pourquoi je me sentais parfois illégitime alors que je faisais tout bien et pourquoi l'illégitimité, toutes ces questions-là sont devenues un espèce de sujet permanent et collectif de la planète féminine en général, qui a complètement intégré toute une série de discours qui permet au système patriarcal de les garder sous le coude et de les garder surtout à distance de l'espace public et de leur possibilité de prendre une place beaucoup plus en vue. Si on s'occupe de notre légitimité, de notre illégitimité supposée, on a un gros sujet. Donc on n'a pas le temps en plus de s'exposer. On va d'abord travailler ça. Et tout à coup, tout ça s'est éclairé. J'ai compris beaucoup mieux les mécanismes qui étaient en train d'organiser notre société, qui sous-tendaient en fait l'ensemble des rapports sociaux que nous pouvions avoir. Et ça m'a permis de mettre beaucoup de clarté, d'abord dans ma profession de journaliste, à l'époque où j'y étais encore, puis ensuite dans l'ensemble de ma vie, et notamment aujourd'hui, dans ma vie de formatrice, dans ma vie de coach, dans ma vie d'accompagnante de femmes de toutes sortes de niveaux, de toutes sortes de milieux, que ce soit des femmes politiques ou que ce soit des femmes agricultrices ou que ce soit des femmes en situation de migration ou encore d'autres publics, qu'ils soient d'ailleurs de tous les genres. En fait, j'ai compris surtout que ce que j'avais vécu, même si j'en avais déjà l'intuition et que j'avais déjà eu des indices qui me le disaient, j'ai compris que ce qui m'était arrivé, c'était pas une anomalie individuelle, c'était un mécanisme. C'était un système et que tout ça était à l'œuvre durant tous les moments de notre vie, partout où nous allons, parce que c'est répété, c'est organisé et c'est d'ordre structurel. Et c'est important de ne pas perdre cette notion-là. Ça veut dire qu'il y a notre parcours personnel qui compte, bien sûr, mais il y a aussi un parcours sociétal et un parcours politique qui vient se greffer sur notre histoire et qui donne une autre perspective à ce qu'on a pu vivre jusqu'à aujourd'hui. Bon, je crois que je vous ai raconté assez de trucs pour aujourd'hui, c'était un petit peu long. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et puis je vous le répète, on ne naît pas libre, mais on le devient, à coup de mots, à coup d'actes et à coup d'audace. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite de ces bulles. Je vais vous en faire encore une petite autour de ces questions féministes.